médaillé de bronze au championnat du monde de poursuite en 1990. Ça vous situe quand même que c'est un rouleur, coureur bien en ligne, bien sur son vélo. Il est encore très jeune, il aura seulement 24 ans au mois de juin, né à Troyes. Et triple champion de France junior sur route de poursuite et de l'addition par points. Chez les amateurs, il avait remporté le ruban granitier breton. Et il est clair que sa victoire au championnat de France l'année dernière avait surpris. Un nom à consonance espagnole, car s'il est bordelais, il est fils d'immigrés espagnols. Il abandonna le métier de mécanicien pour tout sacrifier et consacrer au vélo. Il fut éliminé de la 5e étape d'un Giro pour un coup de poing sur la personne d'un Colombien, figurez-vous. Et puis champion de France, héros donc de l'épreuve disputée à Saint-Saulge, après 2 années blanches. Et dire que Banesto avait reçu la consigne de ne pas être champion de France à tout prix, parce que c'était pas l'idéal d'avoir un maillot de champion de France. On verrait moins bien la marque Banesto. Et en plus, non, ça c'est le premier élément étonnant. Le deuxième, c'est que De Las Cuevas avait affirmé aux journalistes, hein, après son titre, qu'il avait failli abandonner à 2 tours de l'arrivée. Et puis finalement, il a retrouvé des ressources. Et voilà comment finalement ça peut peut-être vous changer complètement une carrière. En tout cas, 2 champions nationaux devant, puisque Roux est là également. Giorgio Furlan, c'est un ancien champion d'Italie, comme Argentine d'ailleurs. C'est du très beau monde, ça, on n'en doute pas. Et je crois qu'une fois de plus, quoi qu'il arrive, le palmarès de cette flèche sera égal à lui-même, puisque je ne peux pas évidemment vous citer le nom de tous les vainqueurs, ce serait trop fastidieux, de la flèche wallonne. Mais enfin, si je vous dis quand même Kubler, Ockers, Van Steenbergen, Coppi, Van Looy, Poulidor, Merckx, De Vlaming, Moser, Hinault, Zoetemelk, Fignon, Criquillon, Argentine, c'est quand même pas mal. Et voilà le très beau travail de Armand De Las Cuevas. Je vous écoute, Dominique. Eh bien, je suis à l'arrière et il y a 3 coureurs de l'équipe Festina qui sont sortis du peloton, je dirais. 3 coureurs, à savoir Mauro Gianetti, José Marquez et Romesh Genetinov. Eh bien oui, ça nous fait un Suisse, un Portugais et un Russe. Alors, De Las Cuevas. Et là, c'est Delgado. Ici maintenant, donc ils prennent à droite et c'est le pied de la fameuse côte de Benain. Attention, on parlait de De Las Cuevas, en plus il est en forme, il vient de terminer le circuit de la Sarthe en se classant très bien. Il termine en 2e du contre-la-montre emporté par Jean-François Bernard. Et on voit Steven Roux qui se trouve là, Moreno Argentine, sans le moindre problème. Delgado, Roux, accélération d'Argentine. Et toujours donc une bonne centaine de mètres d'avance pour De Las Cuevas. Mais on voit, bon, la victoire de Durand a peut-être déclenché ah, ça fait aucun doute. Hein. De toute façon, il y a un boom certain. Je suis quasiment convaincu que De Las Cuevas n'aurait pas tenté ceci s'il s'était passé ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et c'est tant mieux, c'est très bien pour le cyclisme français qui est peut-être en train de connaître ses semaines de gloire. Mais enfin, attention, ne vendons pas la peau de l'ours, on n'est pas encore à l'arrivée, loin s'en faut. Je crois que Tony s'est occupé de préparer quelque chose quand même là. Il laisse faire Argentine à l'avant. Et on voit aussi que Roche a choisi de marquer Tunis. Dans la côte de Benahin, voici Armand De Las Cuevas, 3e année chez les professionnels. Il n'a que 23 ans. Et s'il devait réaliser un exploit, on peut dire qu'il continuerait donc le boom français, mais mettre un petit peu fin à cette période de gloire des plus anciens, lui, hein, puisque c'est un tout jeune, très volontaire. Il pousse un gros braquet, là, on a l'impression, Claudie. Il est à l'arraché carrément, là. Il pousse vraiment très gros. Il doit être sur 42-15 ou quelque chose. Ce qui est quand même assez grand pour cette côte, parce que bon, moi-même je poussais déjà relativement grand, mais bon, c'est quand même tout gros développement. Oui, on a l'impression là que c'est une image qu'on avait déjà vue dans Milan-San Remo. Moreno Argentine emmené par Davide Cassani. Cassani devant Argentine. Argentine qui a toujours l'air aussi facile
Il est peut-être un peu moins avec le talon en pointe que lors du Tour de Flandre ou Milan-San Remo, mais qui a quand même l'air très facile. Ça ne lui avait pas porté chance, hein, les talons ni dans Milan-San Remo, encore moins dans le Tour des Flandres. Et maintenant, il sait peut-être qu'on a remarqué ce petit truc et il essaie de remédier à ça. Il y a beaucoup de choses comme ça que les coureurs sentent parce qu'ils se connaissent depuis des années et ça doit être passionnant de pouvoir se dire oui, je sais bien que si celui-là a telle attitude sur le vélo, eh bien ça veut dire qu'il est bien ou qu'il n'est pas bien. Les coureurs se savent. Et ça, alors on bluffe souvent aussi. On essaie en tout cas, mais bon, il y a des gens comme Roche ou même Tennis. Même Tennis, quand il est très mal, son coup de pédale est toujours aussi bien. Et il y a des gens qu'on ne peut absolument pas juger. Hein. Vous, on savait le dire? Ceux qui vous connaissaient bien. Ceux qui me connaissaient, oui, parce que c'était surtout à ma musculature dans les mollets que c'était apparent. Quand j'avais une petite veine qui sortait, ça veut dire que j'étais au poids de forme. Toujours évidemment en point de mire, aucun problème. Je crois que pour le moment, les Ariostea se contentent de faire en sorte que De Las Cuevas ne prenne pas un avantage trop important. Mais méfiance, je tiens à le rappeler, Armand De Las Cuevas a été 3e médaillé donc de bronze des championnats du monde de poursuite professionnelle. Derrière, je crois, Ekimov et Moreau, c'est quand même pas mal. Et lorsqu'il était junior en 86, il était triple champion de France sur la route, en poursuite et de l'épreuve d'addition par points. C'est impressionnant. Et ça veut dire qu'il est capable de réaliser des efforts tout seul. Voilà, mais c'est peut-être, on parlait de Rosen tout à l'heure qui passait très bien les bosses, mais c'est peut-être un peu ce qui manque à Rosen, c'est le fait de pouvoir rouler un peu sur le plat. Bon, Rosen dans un Tour de France, un Côte-de-la-Montre, il n'est pratiquement nulle part. Il se retrouve pour le moindre petit Côte-de-la-Montre, il se retrouve à des minutes. Donc ça, c'est un point tout à fait négatif pour Rosen et que ça lui cause beaucoup de problèmes. Hein. Et le point négatif pour le moment pour De Las Cuevas, malgré toute sa volonté, c'est qu'il est constamment en point de mire du groupe des poursuivants. Et comme vous le dites, il reçoit tout le vent dans la figure. Hein. Voilà. Surtout là, sur le dessus de la côte, il va d'abord l'avoir en pleine figure. Ensuite, il y a une grande courbe vers la gauche où là, il va le prendre face du côté droit. Donc, d'ailleurs, on voit les autres qui sont en train de revenir. 8 secondes, me signale-t-on. Bel effort de toute façon, parce que on l'a bien vu sur l'image précédente, Armand De Las Cuevas n'a en aucune manière réduit son effort au moment de sa poursuite derrière les hommes de tête. Il a effectué un travail considérable et finalement il n'a pas eu beaucoup de temps de récupération avant de repartir. Et le travail donc de Cassani qui porte ses fruits avec Delgado qui peut peut-être jouer la course d'équipe. Je ne sais pas ce qu'il va faire Delgado, je ne connais pas non plus l'état exact de sa forme, mais il est clair que les Espagnols n'ont jamais gagné une flèche wallonne. Moi je crois que c'est plutôt Tennis qui va essayer de tenter quelque chose maintenant, parce que bon, tout tenter sur le mur de 8 c'est quand même très délicat quand on a un Argentine qui se retrouve avec là dans... Jérôme Simon qui paye maintenant ses efforts. Quand on se retrouve au pied du mur de 8 avec Argentine, je crois quand même qu'il vaut mieux prendre les devants. Et Steven Rooks, déjà 2 fois sur le podium ici. 2e lors de votre dernière victoire, 3e l'année d'avant. Il était 5e il y a 2 ans, 8e en 86, donc ça fait quand même 4 fameuses places d'honneur. Attention, il y a derrière la moto. Attaque. Furlan. Furlan. Et regardez, Tennis est très attentif. Mais ça fait l'affaire évidemment des Ariostea. C'est ça qu'ils cherchent à faire de toute façon. Ils sont à 3 à essayer d'attaquer. Et Tennis ne va pas chaque fois y chercher. Par contre, Delgado, il joue son coup aussi. Mais c'est un peu téléphoné là. Ça va devenir intéressant maintenant. Ça va devenir tactique maintenant, puisque bon, quand on se retrouve une quinzaine de coureurs comme ça. Donc la côte de Bénin n'a rien apporté. Tout va se jouer au pied du mur. Je vous rappelle donc le nom des coureurs qui sont devant. Il y a 3 coureurs de la même équipe, c'est très important, de l'équipe Ariostea, les Italiens Argentine, Giorgio Furlan et Cassani. Il y a Roche qui est tout seul. Il y a Delgado, mais attention, il est avec De Las Cuevas, c'est important également. Il y a Tennis, il y a Rooks, il y a Bowmans qui est lui avec Ekimov, Kvalsvoll, Simon, Rué, Van den Abel et Rosen. Furlan qui essaie de faire quelque chose. Nouvelle tentative. Et on doit s'attendre à voir plusieurs attaques, surtout peut-être de Cassani et de Giorgio Furlan dans un premier temps. C'est normal, ils sont les plus nombreux, donc c'est eux qui doivent essayer de fatiguer au maximum, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça fait déjà 2 fois que c'est Tennis qui fait l'effort.
C'est certainement l'objectif des Ariostiens qui ont dû voir que Teunice était peut-être le coureur le plus dangereux et donc essayer de contraindre Teunice à faire beaucoup d'efforts. Mais attention, Roche ne m'a pas encore donné l'impression d'en faire beaucoup des efforts. C'est un malin, vous en savez quelque chose. Et on n'a pas encore parlé non plus de Gérard Ruet qui me semble très à l'aise également. Maintenant, c'est une accélération de Kvalsvoll, le coureur norvégien, qui a pris quelques mètres, impressionnant. Atle Kvalsvoll. On peut voir aussi que Roche marque très fort. 10 km de l'arrivée. Kvalsvoll, qui avait fait du ski de fond avant de faire du cyclisme, lui. Formé à la rue d'école scandinave. Des contre-la-montre par équipe. Il doit à son compatriote Lurvik. Et voilà, le voilà Ruet, qui me semblait très calme. Et c'est un coureur dont il convient de se méfier. Lui qui était parti après avoir été le plus fidèle des lieutenants de Laurent Fignon. Il était parti un an en Suisse, chez Paul Koechli. Ça ne lui avait pas très bien réussi. Et son retour dans l'équipe Castorama a été marqué par une super victoire dans le Tour du Haut-Var. Et vous voyez, petite cassure qui se fait. Il y a deux Ariostéas, donc Cassani en dernière position, Kvalsvoll et Rosen qui a flairé le bon coup là. 5 hommes sur cette impulsion de Kvalsvoll. Et formidable la course d'équipe des Ariostéas qui parviennent encore à en mettre 2 dedans. C'est Giorgio Furlan avec Cassani, avec Ruet et avec Rosen. Voilà Gérard Ruet. Je ne veux pas décourager Laurent Fignon, mais il faut quand même se rendre compte que des coureurs français qui sont partis à l'étranger, bon, il y a uniquement Jean-François Bernard qui est occupé de réussir quelque chose. À part ça, bon, il n'y a personne qui a... On attend Jalabert. C'est peut-être le seul, mais il n'a pas encore confirmé. Voilà. Il est encore un peu tôt. En tout cas, Gérard Ruet impressionnant. C'est encore très puissant, c'est vrai. Qui, pour le petit carnet rose, a épousé Christelle le 9 novembre dernier. Et son témoin, c'était Thierry Marie. Comme quoi, on peut être équipier et apparemment très bons amis. Même si ce sont 2 types de coureurs très différents. Thierry Marie, spécialiste des efforts en solitaire, des prologues essentiellement. Et Ruet, il aime bien les courses justement dans le style de celle-ci. N'oublions pas que le Tour du Haut-Var se termine aussi avec une belle bosse. Et il est là avec Luc Rosen qui réalise sa meilleure classique depuis très longtemps. Ça, il faut le lui laisser. Et puis nous avons là également David Cassani. Il faut se dire aussi que maintenant Rosen est occupé, il est obligé de trouver quelque chose, comme on le disait tout à l'heure. Bon, il y a ce sponsor qui va prendre une décision d'ici quelques semaines, donc il faut absolument... 2 semaines peut-être, 2 maximum. semaines. Donc il doit absolument montrer le maillot et le plus possible. Parce que quand on prend une telle décision, mettre 20 coureurs peut-être avec une partie au chômage, donc ça fait quand même une certaine responsabilité. Histoire étonnante de Luc Rosen qui n'a guère massé les jambes de Carlo Bomans et rêvé de briller autant que son idole dans une course cycliste. Son idole, c'était donc Carlo Bomans. Ils se sont connus, vous le voyez l'écart, il y a 2 hommes qui essaient de revenir. Rosen et Bomans se sont connus quand Bomans s'était cassé le bras dans une plaine de jeu. Et Rosen l'avait alors accompagné à l'hôpital. Et ayant entendu dire que Bomans était coureur cycliste, alors il a décidé de l'accompagner à une course et il a été fasciné. Voilà comment on devient coureur cycliste, c'est pas plus compliqué. Delgado en contre-attaque, Pedro Delgado, avec Ekimov évidemment. C'est aussi un fameux rouleur. C'est étonnant d'ailleurs de trouver Ekimov sur un tel parcours. Mais il a fait l'impasse sur Paris-Roubaix, ne l'oublions pas. C'est un élément qui peut justifier sa présence maintenant de toute façon. Et Ekimov, Delgado en poursuite derrière le quatuor de tête. Ce qui signifie que parmi les hommes qui ne sont pas pour le moment devant, il y a tout de même Roche, Teunice et surtout Argentin. Il a 2 équipiers devant. Il a 2 équipiers devant et ça pourrait faire l'affaire de notre ami David Cassani qui a flairé le bon coup. Amusant aussi de voir que De Las Cuevas a essayé quelque chose. Ça c'est clair. Que Delgado se trouve là derrière et Cassani est devant. Ce qui veut dire qu'à l'exception de Van den Abel, les hommes qui ont effectué la jonction, ils en ont encore sous la pédale. C'était donc des hommes costauds. Il fallait d'ailleurs pouvoir revenir comme ça à 4 et s'extirper du peloton pour revenir sur un groupe aussi intéressant que celui qui était devant. Voilà donc nos hommes de tête. 8 secondes, c'est l'écart. Cassani qui ferme la marche. Cassani facile à reconnaître, pas seulement à son numéro 2, mais c'est parce que lui, il a plutôt un bonnet qu'une casquette sur la tête. Et c'est une descente très dangereuse ici parce qu'il y a une courbe au plein milieu qui est assez serrée. D'ailleurs, on a vu Rosen tout à l'heure qui a failli la rater. Donc c'est d'ailleurs la descente où nous sommes partis l'année passée en contre-attaque derrière Argentin. Donc Cassani, c'est l'homme qui ferme la marche. Le même maillot
mais lui, là, disons, il est coiffé de manière un peu plus traditionnelle. Il se trouve maintenant en dernière position. C'est Giorgio Furlan. Le maillot légèrement vert-gris, c'est Luc Rosen, le seul Belge avec Van den Abel que nous avons aperçu dans la finale. Gérard Ruet, c'est l'homme qui a véritablement provoqué cette attaque et qui se trouve là, je pense, là je vois mal, je crois que c'est en première position. Et alors, il y a le Norvégien Atle Kvalsvold qui, lui, a été le tout premier attaquant il y a quelques instants dans la côte de Bénin, qui avait fait une très très belle attaque. En poursuite donc, Ekimov Delgado, un duo dont il convient bien sûr de se méfier. Voilà, c'est ça, ça c'est le virage très 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 dangereux, on l'avait dit en passant en voiture d'ailleurs, méfiance. Rosen s'était porté. Là qu'il était tombé. Donc ces 5 coureurs, Cassani qui n'a jamais réalisé un exploit très très remarquable ici dans cette course. Furlan était tout de même, je vous l'ai dit, 13e l'année dernière. En ce qui concerne Luc Rosen, son meilleur classement, c'est une 10e place l'année où vous êtes imposé, l'année aussi, donc vous venez de le préciser, où il est tombé. Atle Kvalsvold s'est classé 12e ici l'année dernière, 16e l'année d'avant, ce qui veut dire également que c'est une course qui lui convient pas mal. Quant à Gérard Ruet, lui, il n'a pas encore à ce jour de résultats significatifs dans la flèche wallonne. Vous voyez l'écart minime, et je pense qu'Ekimov et Delgado vont revenir peut-être in extremis, mais ça va être très dur parce qu'ils vont revenir vraiment véritablement au pied de ce mur de oui. Est-ce qu'on peut estimer qu'Argentine et Tunis, les deux super favoris, sont battus, la Claudie? Tout ça dépend de la distance qu'ils auront, l'avance qu'ils auront au pied du mur. Bon, s'ils sont à 25 secondes, bien sûr, c'est déjà beaucoup, mais s'ils se trouvent à une centaine de mètres, alors je crois qu'ils ont encore une toute bonne chance de boucher le trou, mais là maintenant, avec 25 secondes, ça fait quand même beaucoup. Bon, il faut voir maintenant ici devant, ça va peut-être hésiter un petit peu. Et de ce fait-là, ils vont profiter de cette petite accalmie pour rentrer pour regagner un peu de retard. Oui, il reste quand même encore un peu moins de 5 km, ce qui veut dire qu'ils vont peut-être pouvoir récupérer un petit peu. Delgado et Ekimov. Ah, c'est une locomotive idéale pour Perico Delgado, cet Ekimov, champion du monde de poursuite. Recordman du monde du 10 km, c'est un fameux rouleur. Vous voyez, 4 km et demi. Il n'est pas dit non plus que maintenant que Ekimov ne va pas tenter quelque chose justement dans la vallée, parce que moi, un rouleur comme lui, et quand on voit les finales dans le Tour de France de l'année dernière, l'étape où il gagne, bon, c'est vraiment phénoménal. Hein. Et avec de nouveau un avantage à l'équipe Ariostea, si ce n'est qu'ici Argentine n'est pas dans le coup. Ce qui veut dire 2 Italiens, un Belge, un Norvégien, un Espagnol et un membre de la communauté des États indépendants. Difficile de donner un favori dans un groupe pareil. Moi je dirais Cassani, je ne sais pas pourquoi, depuis le début de la journée. Mais Cassani, Ruet, il va falloir se les farcir tous les deux si jamais ils arrivent ensemble. Quoiqu'un Pedro Delgado au palmarès de la flèche. Ici, c'est pas vraiment dans le mur de oui. C'est pas nécessairement un super grimpeur. On a envie de dire, pour les gens qui connaissent un petit peu ces coureurs, oh, c'est du tout cuit pour Delgado. On peut pas dire ça. Non, on peut pas dire ça parce que bon, c'est au coup de train, c'est à la giglette comme on dit. Un giclette, c'est bien le terme exact. Voilà, donc c'est un sprint d'une accélération foudroyante, si c'est possible, en quelques mètres. Et là, on peut prendre une avance de quelques mètres aussi qui est suffisante pour jusqu'à l'arrivée. Bon, maintenant, moi, je trouve que les Ariostea pourraient aussi rester dans les roues et dire, bon, Argentine est derrière, le leader est derrière. Donc, on va donner cette solution, alors que nous, on profite un petit peu actuellement de la roue des autres. Et ça, ils sont beaux joueurs malgré tout aussi. Hein. Sur cette image magnifique d'une région superbe, Dominique Rulen, c'est à vous. Un écart, il est de 30 secondes entre les hommes de tête et les poursuivants. Ça va être très juste. Quant à Luc Rosen, on ne sait pas, on aimerait bien. C'est pas, souhaitons-le, mais bon, on a vu quand même qu'il était déjà, je ne vais pas dire à l'arraché, mais qu'il était vraiment très en avant sur sa selle, donc ça veut dire que c'est un coureur qui est occupé de peiner. Et je souhaite quand même pour lui qu'il puisse s'accrocher et éventuellement gagner. Attaque de Delgado très intelligemment. Et c'est évidemment Cassani qui doit être un des plus costauds, qui essaie de réagir immédiatement. Il a compris que c'était très dangereux. C'est normal, on est sous la flamme rouge. Attaque de Pedro Delgado. Ça serait tout à fait extraordinaire. Le voilà Delgado. Il se retourne. C'est comme vous, c'était votre manie. Quand vous étiez devant, vous retourniez tout le temps. Pourquoi? On se sent mieux? Ben, c'est un réflexe. Bon, c'est surtout pour se rassurer parce que bon, il faut se dire aussi que maintenant Delgado est occupé de jouer sur Vatou parce qu'il n'a pas choisi la portion la plus dure de la côte.
Et c'est carrément le... Oh, attaque tout de suite maintenant de Fourlan. Très impressionnant, Giorgio Fourlan. 2 victoires dans sa carrière, dont un titre de champion d'Italie. Vous avez Furlan devant et puis Rué Cassani derrière. Cassani qui ne fait pas trop d'efforts parce qu'il y a le travail d'équipe aussi. Et Rué donne l'impression de coincer, du moins de plafonner un tout petit peu à cet endroit-ci. Nous ne sommes pas encore au passage le plus difficile, rappelons-le, Claudie. Non, il vient maintenant d'enclencher son 42-23 parce que maintenant, ça fait déjà mal. Surtout, il a fait une accélération, donc il n'a pas eu beaucoup de temps de récupérer. Et maintenant, il arrive dans la partie la plus difficile. Voilà, il est encore trop tôt pour dire que c'est fait. Dans l'ordre, Fourlan, quelques mètres d'avance sur Rué Cassani, qui nous semblaient les deux les plus costauds. Delgado a tout essayé, mais ça n'a pas réussi. Il est derrière en 4e position. Est-ce que Giorgio Fourlan va pouvoir gagner? La seule chose que je peux vous dire, c'est que Luc Rosen est complètement lâché et que Claude Trintignant demeurera le dernier vainqueur belge de la Flèche Wallonne et que les classiques printanières ne seront toujours pas, on n'en aura toujours pas une pour nos couleurs. Ça, c'est une évidence. En tout cas, Cassani plafonne aussi un tout petit peu. Gérard Rué, en ce moment, le seul homme qui pourrait peut-être empêcher Giorgio Fourlan de remporter la Flèche Wallonne. Giorgio Fourlan, très très impressionnant, dont la seule victoire jusqu'à l'année dernière, c'était le titre de champion d'Italie, qui était 13e ici l'année dernière, qui est un gregario, comme on dit, du côté italien. C'est un équipier et qui, un peu à l'image de Cenghi Alta et de Lieti, qui n'étaient que des équipiers et qui s'étaient imposés l'année dernière lors de 2 étapes du Tour de France, a aussi connu, on parlait des phénomènes de boom. Certainement, c'est une équipe qui marche. On ne dit pas que c'est une équipe faite uniquement de très bons copains, mais c'est une équipe qui réussit. Il y a 17 victoires cette saison, peut-être la 18e. On attendait Argentine. On aura peut-être la 3e victoire consécutive du groupe Ariostea. C'est extraordinaire ici dans la Flèche Wallonne. Une victoire italienne, mais pas du tout celle qu'on attendait. On attendait Argentine, voire Goltz ou un autre homme comme ce Cassani. Giorgio Fourlan bien parti pour s'imposer. Il est tout prêt. Je crois qu'il ne sera plus repris. Il monte, c'est très très dur. Giorgio Fourlan, le voici, il se retourne. Et il va gagner. Alors c'est une image qu'on prendrait comme ça. Si maintenant vous allumez votre poste, vous croyez que c'est Argentine, c'est pas lui, c'est le même maillot, c'est son équipier, l'homme qui s'était mis à plat ventre pour essayer de lui permettre de gagner Milan-San Remo. Giorgio Fourlan, la victoire d'un homme, mais la victoire d'une équipe également. Giorgio Fourlan, l'Italien, qui s'impose. 3e victoire italienne consécutive. Le 2e à quelques secondes, Gérard Rué, qui a failli réussir son coup. Il a fait une très bonne course et puis pratiquement, regardez, il va y avoir 2 Ariostea sur le podium. 3e Cassani et 4e Ekimov. Delgado va sans doute se placer 5e. Delgado